Bonsoir à tous, il est 20h30, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité ce samedi. Don spécial du couple présidentiel aux populations sinistrées du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Un convoi chargé de vivres, kits sanitaires et matériel de couchage a quitté Yaoundé cet après-midi en direction de ces deux régions. Le point dans ce journal. Qui sera la nouvelle Miss Cameroun? Réponse dans quelques heures. Le grand concours de beauté a lieu en ce moment même au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Nous serons en direct dans ce journal avec nos reporters sur place. Et puis, infrastructure sportive du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Le ministre des Sports était ce samedi sur les chantiers de Yaoundé pour faire le point sur l'avancement des travaux. Voilà pour les titres. Et merci d'être avec nous en ouverture de ce journal. L'élan de solidarité du couple présidentiel à l'égard des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Paul et Chantal Biya offrent un don spécial pour les fêtes de fin d'année aux déplacés internes de ces deux régions. Le convoi constitué d'une centaine de camions chargés de denrées alimentaires, de kits sanitaires et du matériel de couchage a quitté Yaoundé ce samedi après-midi. La cérémonie protocolaire à l'hôtel de ville était présidée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, chargé du plan d'assistance humanitaire d'urgence. Les précisions de Séverin Alégambélé. Pour la deuxième fois, en l'espace de 6 mois, le couple présidentiel manifeste son élan de générosité à l'endroit des personnes en détresse dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Du matériel de couchage, des kits sanitaires et des vivres, comme cela se fait depuis 1 an, dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence. Par cet acte, le président Paul Biya et son épouse donnent la preuve que le Cameroun veille à la prise en charge des déplacés internes. Il n'y a pas de crise humanitaire au Cameroun. Sur les 152 000 déplacés internes à ce jour, le gouvernement s'est occupé de plus de 160 000 déplacés internes. Donc nous sommes allés au-delà. Et pour prouver que la situation est en train de revenir à la normale, il y a déjà plus de 5 000 familles qui sont rentrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des convois de 100 camions en direction du nord-ouest et du sud-ouest pour des départs programmés à Yaoundé, Douala et Bafoussam. Une opération conduite par le ministre de l'administration territoriale en présence des partenaires au développement. Une occasion d'insister sur la nécessaire collaboration entre les agences humanitaires et le gouvernement du Cameroun dans ses différentes déclinaisons. L'action humanitaire doit d'abord se faire dans le strict respect de cadres légaux mis en place par le gouvernement concerné, donc le gouvernement camerounais. Nous ne gagnons rien quand nous disons qu'il y a 600 000 déplacés internes alors que nous savons qu'il n'y a que 152 000 déplacés internes. Nous ne gagnons rien quand nous demandons 36 milliards de francs pour s'occuper des déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest alors que le gouvernement a fait un budget de 12 milliards de francs. Aux 152 000 déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest, ces engins roulants redonnent ultimement le sentiment d'appartenir à une nation soudée. Et à la faveur de la remise du don spécial du couple présidentiel aux personnes déplacées internes du nord-ouest et du sud-ouest, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a donné un point de presse dans son cabinet. Le membre du gouvernement a saisi l'occasion pour faire le point des activités menées dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence. Écoutons le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, dans cet extrait sélectionné par Séverin Alégambélé. Le gouvernement a déjà accordé assistance à plus de 160 000 déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et à plus de 10 000 déplacés dans les autres régions, notamment les régions de l'ouest, centre, littoral. Les MINAT, le ministre de l'administration territoriale et ses collaborateurs ont déjà effectué plus de 103 descentes sur le terrain. Un convoi de plus de 5 000 familles qui ont volontairement accepté de rentrer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Car ces familles estiment que le calme revient progressivement dans leur village ou dans leur arrondissement. Tenant compte de ce bilan élogieux des actions menées par le gouvernement pour assister les déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, force est de constater qu'il n'y a aucune crise humanitaire au Cameroun.
Deuxième titre de ce journal, qui sera la Miss Cameroun 2020? On le saura dans quelques heures. 20 candidates sont en lice pour ce grand concours de beauté. L'événement a lieu en ce moment même au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Nous tenterons dans ce journal de joindre nos reporters en direct sur place. Mais avant, nos reporters ont passé une journée dans les coulisses de l'organisation de Miss Cameroun. Réglage des éclairages, réunion de dernière minute, répétition, rien n'a été laissé au hasard. Malgré la pression, les candidates n'ont pas cessé d'arborer leur plus belle arme, le sourire. Laurence Kalia. La seule chose que les candidats de Miss Cameroun gardent en coulisses, c'est leur sourire. Pas de maquillage, pas de filtre, cheveux au naturel. Elles mettent au grand jour l'intimité de la beauté. Quelques heures avant la grande finale, elles restent confiantes, blagueuses et solidaires. La coiffure, chignon pour celles aux cheveux lisses et mèche pour celles aux cheveux naturels. C'est une étape importante car c'est sur l'une de ces têtes que la couronne sera déposée. Mais déjà, elles abordent toutes la même couronne, celle de la bonne humeur. L'ambiance dans la salle de la cérémonie est moins joviale. Réunion de dernière minute, réglage des éclairages, mise au point avec les hôtesses. Pour ce soir, le comité d'organisation déroule la perfection. Les erreurs de l'édition dernière sont balayées en toute discrétion. Miss Côte d'Ivoire se mêle à l'organisation comme pour signifier la solidarité avec ses sœurs du Cameroun. Il est 17h36, près de 4 heures, pour enfin savoir celle qui représentera la beauté et l'intelligence du Cameroun. Et qui sera donc la Miss Cameroun 2020? On le saura ce soir. 20 candidates sont en lice pour ce grand concours de beauté. L'événement, je vous le disais, se déroule en ce moment même au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, où nous retrouvons en direct notre reporter Serge Atanganabiso. Bonsoir Serge. Beaucoup Serge Atanganabiso qui a sorti le nœud papillon pour cet événement, la 14e édition de Miss Cameroun 2020. N'hésitez pas à nous contacter tout le long de ce journal s'il y a du nouveau du côté du Palais des Sports de Yaoundé.
La suite à présent de notre série consacrée au Code général des collectivités territoriales décentralisées. Zoom ce soir sur la fonction publique locale. C'était l'un des souhaits émis par les participants au Grand Dialogue national. Un mécanisme dont l'objectif est d'alléger les procédures qui ne dépendaient jusqu'ici que de l'État central. Comment cela sera-t-il implémenté? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Élément de réponse dans ce grand angle que signe Oswald Medou. Sa dénomination à elle seule donne déjà l'aperçu de ce qu'elle sera. Une fonction publique territorialement autonome et compétente dans les régions. C'est cela la fonction publique locale prévue dans la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Dans les faits, il va falloir assurer le transfert des services et une mise en place effective. Mais en attendant, l'article 498 prévoit que les conditions d'utilisation de chaque service de l'État par les collectivités territoriales décentralisées ainsi que les modalités de gestion du personnel obéissent au mécanisme en cours. Vu sous cet angle, les responsabilités jadis dévolues aux gouverneurs des régions incomberont désormais au président des conseils régionaux, au président des conseils exécutifs régionaux. Cette nouvelle gestion des ressources humaines concerne essentiellement les départements ministériels dont les compétences seront effectivement transférées au CTD. Dans sa déclinaison, la fonction publique locale s'étendra aussi dans les arrondissements et les services seront reversés aux communes sous la responsabilité du maire de la commune ou du maire d'arrondissement. Tout ceci dépendra également du décret de compétences qui devrait être intégral ou partiel. Et les modalités de transfert, d'affectation ou de mise à la disposition reposent essentiellement sur un décret présidentiel. Si les attributions d'une fonction publique locale donnent les pouvoirs de recrutement aux utilisateurs des ressources humaines selon leurs besoins, les personnels recrutés par l'État devront aussi se mettre à la disposition des conseils régionaux ou des exécutifs communaux, tant que leur profil correspond aux besoins du terrain. Cameroun-Russie, la coopération universitaire porte de nombreux fruits et est appelée à s'intensifier au cours des années à venir. Déclaration de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun, Anatoly Bashkin, qui prenait part à Douala au premier congrès extraordinaire des anciens étudiants de la Russie et de l'ex-URS. L'événement a été placé sous le thème du sommet Russie-Afrique, enjeux et perspectives. Faisons le point avec Léon Bertrand Tanifo à Douala. Le centre d'intérêt est plus que commun. En Russie comme au Cameroun, on partage les valeurs de l'éducation comme arme puissante de transformation sociale. Et dans la coopération entre les deux pays, l'aspect formation des jeunes occupe une place prépondérante. Une place que Sayus Nyeki, l'association des anciens étudiants camerounais, des universités de l'ex-URSS et de la Fédération de Russie, veut consolider. Nous devons réellement faire venir la Russie et l'implémenter ici économiquement. Il faut qu'il y ait des investissements réels russes dans ce pays. Une volonté déjà matérialisée par la signature d'une convention entre Sayus Nyeki et l'université russe de l'amitié des peuples. Entre l'UDN et l'université de Douala, nous voulons développer une coopération dans les domaines des sciences fondamentales, particulièrement également les sciences mathématiques, les sciences physiques, les sciences de la terre. Côté camerounais, les attentes sont précises. Saisir le savoir-faire russe pour développer le Cameroun. Et les bons services du partenaire sont disponibles. On augmente chaque année le nombre de bourses pour les étudiants camerounais, pour les jeunes camerounais. On a ouvert le centre d'apprentissage et de l'éducation de la langue russe ici à Douala, à Yaoundé. Et en même temps, on étudie les projets d'implantation des centres d'éducation. Le congrès extraordinaire de Sayus Nyeki s'achève ce 28 décembre. Les participants tablent sur les enjeux et perspectives du sommet Russie-Afrique. Université de Yaoundé 2 à Soie annonce la création de 4 nouvelles grandes écoles en 2020. C'est l'une des résolutions du conseil d'administration réunie en session ordinaire cette fin de semaine. Les travaux présidés par le PCA, le professeur Maurice Tuinté, ont également abouti à l'adoption d'un budget de 14 milliards pour l'année académique 2020. Les précisions avec Franck Evina.
De nouvelles écoles pour s'adapter aux nouveaux défis de l'emploi. Le conseil d'administration de l'université de Yaoundé 2 SOA a donné son accord pour la création en 2020 de 4 structures de formation supplémentaires au sein de l'établissement. Il s'agit de la Yaoundé Business School, l'Institut des hautes études orientales, l'Institut supérieur d'économie rurale et agricole et l'Institut des métiers du droit, ce qui élèvera à 9 le nombre de grandes écoles de l'université de Yaoundé 2. Autre résolution du conseil d'administration, la création de nouveaux départements et la mise sur pied d'un fichier central des thèses. L'université de Yaoundé 2 compte par ailleurs parachever les travaux de clôture du campus de SOA en vue de la sécurisation de son domaine foncier. Des projets et bien d'autres qui, ajoutés aux besoins de fonctionnement de l'université, de ses grandes écoles et ses annexes, nécessitent une enveloppe budgétaire de plus de 14 milliards 96 millions de francs CFA en 2020, budget en baisse de plus de 2 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2019. Et l'enveloppe budgétaire de l'imprimerie nationale pour l'année 2020 s'élève quant à elle à un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Ce budget dit de performance a été adopté hier au cours de la 83e session ordinaire du conseil d'administration de cette entreprise publique. Il va notamment permettre à l'imprimerie nationale de produire tous les documents administratifs liés au scrutin du 9 février prochain. Je vous propose d'écouter le président du conseil d'administration, Stéphane Digoué, au micro de la CRTV. Les textes prévoient que le conseil se retrouve pour pouvoir élaborer le projet de performance pour l'année nouvelle. Donc tout à l'heure, nous avons les administrateurs tablés sur les différentes articulations qui ont conduit à l'adoption du budget et du plan de performance pour l'année 2020 qui se chiffre à un peu plus de 8 milliards. Le rôle dévolu à l'imprimerie nationale consiste à produire les documents administratifs. Et vous savez, l'élection, c'est quelque chose de fondamental pour notre pays. Donc, je puis dire que l'imprimerie nationale est dans son rôle pour produire les documents pour les élections de 2020. Un budget donc d'un peu plus de 8 milliards de francs CFA, me dit-on à la régie. Le diocèse de Boya, un nouvel administrateur apostolique, le décret du pape François nommant Monseigneur Michael Bibi Miabessou, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bamenda, est tombé ce samedi. C'est à la suite de la renonciation de l'évêque Emmanuel Bouchou. Ambiance à l'évêché de Bamenda avec Augustin Guizana. Voici l'administrateur apostolique du diocèse de Boya, nommé ce 28 décembre 2019 par le souverain pontife. Monseigneur Michael Miabissou Bibi reçoit cette charge épiscopale cumulativement avec ses fonctions d'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bamenda. C'est une responsabilité lourde, mais je sais que si le Seigneur vous choisit d'accomplir quelque chose dans l'Église, il vous donne aussi la grâce nécessaire pour vous aider à accomplir le travail qu'il veut que tu accomplis dans l'Église. De son bureau à l'archevêché de Bamenda, l'homme de Dieu sait qu'il n'aura pas de répit. Il a d'ailleurs une idée de son exaltante mission sacerdotale. Nous avons le programme spirituel, nous avons le programme pastoral, nous avons des projets. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire comme Église. Et je pense que l'espérance que j'ai déjà eue ici à Bamenda, ça va m'aider quand je descends sur Boya, de voir comment je vais continuer à travailler avec tous ceux qui sont là pour que cette diocèse-là continue à grandir dans la foi. Monseigneur Michael Bibi Miabissou est né à Bamesing dans Longo Ketunja, région du Nord-Ouest. Il est âgé de 48 ans et a été consacré évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bamenda le 25 mars 2017. Dans un communiqué, l'archevêque métropolitain de Bamenda, Monseigneur Cornelius Fontaine-Messoa, l'a félicité et lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions. Cap sur Ebolova, dans le sud, où 5 tonnes de découpe de volailles prohibées viennent d'être interceptées par les équipes de la délégation régionale du ministère de l'Élevage. C'était dans le cadre d'une opération coup de poing menée en partenariat avec les forces de maintien de l'ordre. Le stock a été détruit à la décharge de Banga en présence du gouverneur Félix Ngelengele. Les détails avec Charles Abosolo Oba à Ebolova.
La pêche dans les eaux troubles du marché illicite des découpes de volailles importées frauduleusement des pays voisins a été fructueuse. En un coup de filet, plus de 500 cartons de poulet et de dindons impropres à la consommation ont été mis hors des circuits de vente. En cette période des fêtes, ceux qui écoulent ces produits issus de la contrebande multiplient des stratégies pour contourner la réglementation. Pas question de baisser la garde. Nous avons pris des dispositions pour assurer un contrôle au niveau des marchés de la ville de Bolova et des marchés environnants. La descente que nous avons effectuée ce jour nous a permis de saisir à peu près, 585 cartons de découpe de poulet congelé, ce qui représente à peu près 5 tonnes. Dans la région frontalière du Sud, stopper l'importation frauduleuse et la vente de ces découpes de volailles est un défi de taille pour les autorités. Chaque point marqué dans cette lutte est donc précieux. Le ministre de l'élevage s'est toujours plaint que notre région était poreuse en matière de découpe de volailles. Donc depuis que le délégué est là, il a pris sur lui d'assumer en essayant de combattre ce fléau. C'est un signal fort que nous envoyons à tous ceux qui s'amusent à introduire ces produits prohibés dans notre circonscription. Les acteurs de ce marché noir n'ont qu'à bien se tenir car ils seront de plus en plus repoussés dans leur dernier retranchement. La saison des vœux approche. Vous avez peut-être déjà commencé à formuler les vôtres pour la nouvelle année. De longue date, la carte de vœux papier a toujours été le moyen le plus répandu et le plus efficace. Avec la montée en puissance du numérique, de nouvelles alternatives se sont offertes à nous. Le SMS, le tweet, l'email ou encore la carte de vœux virtuelle. Ces options présentent leurs avantages. Elles sont rapides et presque gratuites. Le triomphe des vœux numériques, c'est l'instant TIC avec Inès Magou. Pour impressionner l'être cher en cette fin d'année, l'imagination peut aller bien loin. Une imagination bien servie par le numérique qui offre aujourd'hui des possibilités à l'infini. Lorsqu'un client arrive, il nous donne une idée de ce qu'il veut et nous allons télécharger des modèles prédéfinis sur le net et nous venons personnaliser selon le goût du client. Lorsqu'ils ont ça déjà sous forme de fichier, soit photo, JPEG ou PDF, c'est plus facile pour eux, n'est-ce pas, de transférer cela à leur personne. Et cela se fait en un clic. J'ai personnellement déjà eu à faire des vœux avec WhatsApp. Un message WhatsApp, non seulement c'est tout rapide, c'est aussi économique. Des avantages que partagent l'ensemble des personnes rencontrées ce samedi, entre autres bons points. Jeu de couleurs, les différents motifs. Mais la gratuité de la carte de vœux électronique n'est en fait qu'un leurre pour ceux qui ne font que partager celles reçues via les réseaux sociaux. La confection demande plus, sans parler de son caractère éphémère. Généralement, la confection, c'est au moins 2 à 5 000. Ce qui est sur le téléphone numériquement, il faut supprimer. Quand c'est physique, vous voyez, de temps en temps, celui qui a reçu cette carte peut regarder. Pensez à la personne qui a envoyé la carte. Ça reste. Une perception aujourd'hui à l'antipode de la mondialisation pour la génération 2.0. La suite à présent de notre série Rétro 2019 arrête ce soir sur le secteur des TIC. L'année qui s'achève aura été marquée par plusieurs avancées dans ce domaine. En bonne place, la digitalisation de l'administration. Le catalogue des résultats attendus est impressionnant. Une plus grande efficience et une meilleure efficacité, une rapidité accrue dans le traitement des dossiers et une plus grande transparence des procédures. Sidoine Bankam. C'est une révolution numérique qui s'opère dans l'administration publique. Il s'agit de la digitalisation des services rendus aux usagers, une opération qui aura marqué l'année 2019 dans le domaine des TIC. Le mécanisme lancé il y a peu de temps accélère le traitement de tous les dossiers via le numérique. Ce processus de digitalisation des administrations s'inscrit dans le plan stratégique 2020 élaboré par le ministère des Postes et Télécommunications. L'opération, initiée il y a quelques années seulement par le gouvernement, connaît un franc succès auprès des travailleurs et des usagers.
À ce jour, plusieurs structures sont connectées, à l'instar de la douane camerounaise à travers une plateforme de collecte des taxes de manière numérique, des télédéclarations au niveau de la CNPS, mais aussi les marchés publics et ses multiples offres en ligne. À côté de cette opération de digitalisation, plusieurs rencontres et événements ont également coloré le domaine des TIC, la banque digitale, les assises sur l'allocation des bandes de fréquences et la semaine de l'innovation numérique mettant en scène des jeunes porteurs de projets. Avec à la clé le prix spécial du chef de l'État, véritable coup de pouce pour booster le développement de l'économie numérique dans notre pays. Au-delà de ces événements marquants, la course vers la numérisation des services publics se poursuit. Pour l'instant, seules quelques démarches fiscales s'effectuent en ligne. Le chantier est grand, mais l'avenir est prometteur. Et TIC rime également avec réseaux sociaux. Twitter, le réseau social, est en passe de devenir la plateforme de communication qui rapproche davantage les Camerounais sur ces réseaux sociaux. Le président de la République, Paul Biya, est plus qu'un influenceur avec un peu plus de 500 000 followers actifs. Le chef de l'État, qui n'a de cesse d'exhorter son gouvernement à la digitalisation, a pour cette année 2019 utilisé à plusieurs reprises ce canal pour passer des annonces sans pour autant abandonner les voies de communication traditionnelles que sont la radio et la télévision. L'activité du président de la République sur Twitter, scannée par Laurence Kalia. Voici le profil Twitter du président de la République du Cameroun. Son compte est rattaché à celui du cabinet civil et à la cellule de communication de la présidence. Les deux comptes sont d'ailleurs identifiés sur sa biographie. Paul Biya est beaucoup suivi. On compte 511 496 followers et il ne suit que 172 profils, parmi lesquels la première dame Chantal Biya. Ce n'est d'ailleurs que ses tweets qu'il like, en plus de quelques-uns du cabinet civil. Ces top tweets ont recueilli des centaines de retweets et des milliers de j'aime. Le meilleur de cette année a été l'annonce de l'arrêt de poursuites judiciaires contre certains responsables du parti politique MRC. Un tweet qui a valu beaucoup de commentaires élogieux au chef de l'État. L'on se rappelle d'ailleurs du mystère qui planait derrière son annonce de discours à la nation un jour inhabituel. De quoi va-t-il parler? Que se passe-t-il au Cameroun? Eh bien, c'est toutes ces interrogations qui ont boosté son nombre de followers sur le réseau. C'était le 10 septembre 2019. Ses hashtags favoris sont au total 7. TT237 pour Twitter 237, One and Indivisible, etc. Cette année 2019, 125 000 personnes se sont abonnées à son compte pour une moyenne de 10 500 nouveaux followers chaque mois. Ce moyen de communication donne aux Camerounais la sensation d'être proche de leur président, d'interagir avec lui, mais aussi cela rend l'accès à l'information plus facile. Ces tweets se retrouvent généralement sur d'autres réseaux sociaux pour crédibiliser une actualité. Le tweetos, comme on les appelle sur ce réseau, termine son année avec de bonnes statistiques. Pour 2020, on lui souhaite un bon envol sur les ailes de l'oiseau bleu. Dans la CEMAC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais partage avec le Parti congolais du travail une vision voisine de la gestion des affaires de la cité, l'humanisme, la démocratie, l'unité, la paix, le progrès et l'amélioration des conditions de vie des populations sont entre autres idéaux chers à ces partis politiques camerounais et congolais. C'est l'essentiel du message du secrétaire général du comité central du RDPC. Jean Kueté représentait personnellement le président national aux assises du congrès du Parti congolais du travail à Brazzaville. D'autres précisions avec Marie-Laurence Kay. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est au cœur de toutes les attentions au 5e congrès du Parti congolais du travail. Sur une cinquantaine de chefs de délégation, le secrétaire général du comité central du RDPC est le deuxième à prendre la parole. Jean Kueté magnifie le mariage de raison entre le PCT et le RDPC. Les deux partis politiques s'emploient à soutenir activement et efficacement les efforts que les gouvernements des républiques sœurs du Congo et du Cameroun ne cessent de déployer pour le développement national, l'amélioration continue des conditions de vie des populations congolaises et camerounaises,
le renforcement de la coopération bilatérale. Le RDPC et le PCT convergent par ailleurs sur la nécessité de renforcer leurs actions afin de contrecarrer les velléités de déstabilisation des États de l'Afrique centrale. Nous voulons relever ici le rôle permanent joué par le RDPC pour la restauration de la paix dans toutes les localités du pays. Nous évoquerons sa contribution exceptionnelle à la réussite du grand dialogue national. Attendu des assises du Parti congolais du travail ce dimanche, la mise en place de nouvelles instances de cette formation politique qui célèbre son cinquantenaire cette année. À Garoua, dans le Nord, les volontaires vont en guerre contre les mariages précoces et les maladies hydriques. Engagement pris à Bardake dans le Mayo-Ourna. C'est à la faveur de la cérémonie de remise de dons et primes par l'ONG Plan Cameroun. Au meilleur d'entre d'autres précisions avec Jean Fourmargui, CRTV Nord. Les volontaires jouent un rôle déterminant pour le développement du pays. Ils ont également pour mission de sensibiliser les parents sur l'importance de l'éducation des enfants, surtout les filles, mais aussi de mener une lutte sans merci contre les maladies hydriques. C'est pour leur permettre de mieux planifier et gérer leurs activités que l'ONG Plan Cameroun, aux côtés du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, vient d'organiser une cérémonie de remise des cadeaux constituée de filtres à eau et des attestations aux meilleurs volontaires de l'exercice 2019. Il nous apporte un soutien considérable et on s'est dit donc qu'on va leur remettre ce petit présent. Suffisant pour les bénéficiaires pour dire merci aux donateurs tout en comptant redoubler d'ardeur au travail pour le bien-être des populations. Je suis très contente aujourd'hui, ferai plus mieux encore. Je vais continuer à aider mes soeurs, mes frères, surtout l'éducation de la jeune fille. Le sous-préfet de l'arrondissement de Mayo-Ourna, qui présidait cette cérémonie, a rappelé à ses volontaires que le volontariat n'est pas loin de l'œuvre de Dieu. Ils doivent donc travailler davantage en plaçant au centre de leurs préoccupations la lutte contre tout fléau qui freine le développement du pays. Ces volontaires primés dans le cadre de la célébration de la journée internationale à eux consacrée repartent avec la seule détermination promouvoir toute action de développement. L'association culturelle LACA évaluait ses activités ce samedi à Yaoundé. C'était à la faveur d'un gala culturel que présidait le ministre Gabriel Mbairobe. Faisons le point avec Michel Renaud Ouanja. Les Laka sont un groupe ethnique que l'on retrouve dans les régions de la Damawa, du nord et de l'extrême nord. Pour cette fin d'année, les Laka résidant à Yaoundé se sont retrouvés pour resserrer les liens de fraternité. C'est un prétexte pour appeler à la mobilisation de la communauté Laka. Nous voulons que nos frères et sœurs soient fiers de vivre leur culture, d'avoir un espace pour se retrouver. Ce moment de forte communion, matérialisé par un gala culturel, a permis à la communauté Laka de démontrer le sens du vivre ensemble à travers la présence de nombreux autres groupes ethniques. C'est une façon aussi pour cette communauté de fêter par anticipation la nouvelle année 2020 et surtout de manifester son engagement à se réunir et à s'unir comme un seul homme derrière son excellence Paul Biya. Les Laka, venus également des autres régions du pays, ont salué pour ces moments les efforts du président de la République Paul Biya en faveur de la promotion de la paix et l'unité nationale. Livre de la semaine à présent, le tout premier livre de Benjamin Bissaï, intitulé Au carrefour des routes en oblique. C'est l'histoire d'une jeune Française, Catherine pour ne pas la nommer, qui est narrée dans cet ouvrage, une succession de suspens et de péripéties dans une quête de l'amour. Note de lecture signée Stéphane Zembomo. Au carrefour des routes en oblique, un roman de Benjamin Bissaï qui tire son essence, sa substance et sa quintessence d'une histoire qui est à la fois le mélange du vécu quotidien de l'auteur et le fruit de son imagination.
L'intrigue ici racontée tourne autour de Catherine, l'actrice principale du roman, une femme de nationalité française. Sur le parcours d'une femme qui vit en France, et puis un jour, il y a son mari qui disparaît. Et cette femme, elle est obligée d'affronter la vie toute seule avec 2 enfants. Et son mari a disparu de tout champ. Elle va le retrouver 4 ans plus tard au Cameroun. Dès cet instant, la vie de Catherine prend une autre tournure, l'amenant parfois à questionner le devenir de son existence. À la poursuite inespérée d'une vie de couple aisé, elle finit par se retrouver dans un foyer polygamique en Afrique, au terme d'un parcours riche en rebondissements. C'est une très belle intrigue. L'histoire est assez pathétique. Elle interpelle chacun de nous à divers titres. Il y a beaucoup de thèmes que ce livre porte. On vit une polygamie blanc-noir, c'est-à-dire un époux, un blanc qui a une épouse noire et une épouse blanche dans une confrontation. La blanche n'est pas habituée à la polygamie, la noire l'accepte. C'est le parcours d'une femme, Catherine. Entre la réalité qui s'offre à elle et ses ambitions à la Madame Bovary, tout s'organise au fur et à mesure autour d'elle pour qu'elle réalise enfin que son destin n'est peut-être pas dans un foyer. Une histoire sur le désespoir en amour qui traîne avec elle d'autres thèmes tels que la polygamie, le découragement et la tristesse. Des faits qui de temps en temps font sourire, de temps à autre captivent l'attention, mais au finish donnent envie de lire le livre pour en savoir un peu plus. Développement participatif, les fils et filles du village Ngongbok dans la Sénégal-Maritime veulent sortir leur village de l'enclavement. Ils se sont retrouvés à Massok-Son-Loulou dans le cadre des assises familiales pour tabler sur des questions relatives à l'électrification, l'entretien routier et le raccordement au réseau téléphonique. Les précisions de Aboubakar Abou à Douala. La route du développement qui mène à Ngongbok ne passe pas encore par là. La grande famille Gabaken a enfilé les bottes de la persévérance pour parcourir ce chemin de croix. Ils sont venus de Yaoundé et d'Eya et Douala pour harmoniser leurs idées afin de placer Ngongbok sur le chemin qui mène au carrefour du développement. Nous sommes dans une zone qui subit beaucoup d'exode rural à cause du chômage, où il y a tous les problèmes des zones enclavées et retirées. Nous voulons rassembler la communauté Hegaba-King. On réfléchisse ensemble sur comment apporter du développement. Des réalisations, il y en a eu, certaines en chantier, d'autres achevées. Des plaques solaires, la rénovation de l'école publique de Ngongbok et d'autres projets portés par le gouvernement sont inscrits dans le chapitre des bonnes actions. Nous venons ici pour leur apporter cet appui afin qu'ils puissent eux aussi, pourquoi pas, avoir un peu de joie. Les assises fraternelles ont tout de même conçu et enfanté quelques résolutions avec pour nom des baptêmes l'entretien routier, l'électrification, la création d'un cadre de formation dans le domaine agropastoral et l'extension des lignes téléphoniques dans la localité. Ngongbok bat déjà le tam-tam des grandes réalisations, des notes et des sons qui s'accordent, composés par ses fils et filles, unis pour la même cause, le développement. En sport, les préparatifs du CHAN 2020 et de la CAN 2021 au Cameroun, les infrastructures sportives s'ajustent aux normes de la CAF. Le ministre des Sports a effectué ce samedi une descente sur les chantiers de la ville de Yaoundé. Le professeur Narcisse Mouelé-Kombi a prescrit l'accélération des travaux dans les secteurs qui piétinent encore. Les détails avec Évariste Inga. C'est un contrôle de conformité à la lumière des dernières recommandations de la CAF. Une grille de sécurité sera dressée ici pour protéger les équipes d'éventuels projectiles à l'entrée et à la sortie des vestiaires du stade omnisport de Yaoundé. La salle de presse de départ est revue et corrigée. Désormais, elle comportera des box, des tables et des ordinateurs pour les journalistes. Un niveau en dessous, entre les deux vestiaires, la salle de conférence d'avant et d'après-match est en cours de reconfiguration pour être plus proche des joueurs, a exigé la CAF. Ce matériel est destiné à tous les stades. Des filets, des ballons, des tables, du matériel de bureau ici stocké dans les anciens vestiaires du stade omnisport de Yaoundé seront redistribués à la fin des travaux. Leur disponibilité est rassurante, autant que l'état du stade de Ngouaïkele et l'annexe numéro 1
déjà fin prêt. Il y a le timing que nous devons respecter, mais si nous pouvons aller vite pour que nous ne soyons pas surpris à la dernière minute, ça serait une très bonne chose. Il y a du bon et aussi du moins bon. Stade d'Olembe, le nouveau constructeur canadien a décelé des écarts de normes sur l'aire de jeu et la piste d'athlétisme, des mesures inexactes des surfaces et du gravier affecté. McGill reprend tout à zéro avant l'engazonnement. Un piétinement des travaux est aussi observé sur 3 terrains d'entraînement. L'annexe numéro 2 d'Olembe Sévré d'entretien depuis quelque temps, l'annexe numéro 3 de Fandena, ici à l'arrêt, et le complexe Beyak en attente du gazon, faute de financement, explique le constructeur. Mais il faut soutenir les retardataires. Nous devons plutôt encourager lorsqu'il y a un peu de piétinement. Ce tour complet du président du COCAN 2021 à Yaoundé intervient à quelques semaines de l'arrivée au Cameroun de la prochaine mission d'inspection de la CAF. Des recommandations ont été formulées pour des reprises en main immédiates. C'est la fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Sadou Mamoudou et Yaouba Mamadou, stagiaire. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit. Tout de suite, après ce journal, retrouvez l'intégralité du point de presse du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, et entre autres le point des activités menées dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence. Je vous donne rendez-vous demain à 20h30. Merci, bonsoir.